Bonjour à tous. Nous espérons que vous nous entendez bien, hein. S'il y avait quoi que ce soit au niveau technique, n'hésitez pas à nous le faire savoir par le chat. Bienvenue dans ce webinaire qui concerne la démographie, la population de la Loire aujourd'hui et la population de la Loire demain, dans l'avenir. Nous serons deux pour animer ce webinaire, donc moi-même et puis ma collègue Gracienne Boutantin, que je vais laisser se présenter. Allez, eh bien, bonjour à tous, Gracienne Boutantin, j'assiste Claire-Marie dans la présentation des résultats du recensement du dernier millésime et puis également sur les résultats de travaux de projection que l'on a fait en partenariat avec l'INSEE et l'Agence d'urbanisme de Lyon. Voilà, juste un petit mot. Donc moi, c'est Claire-Marie Rouchouz. Donc je suis la pilote de l'Observatoire des modes de vie, hein, qui se consacre à la fois à l'analyse de tous les éléments liés à la population, donc à la démographie, mais aussi à la question des modes de vie et de la manière dont les gens aujourd'hui vivent dans les territoires. Simplement, petite précision donc technique, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas donc à nous la poser, mais exclusivement par le chat. Voilà, merci aussi de tenir vos micros et vos caméras fermées. Et puis donc, voilà, Gracienne va vous présenter notre ordre du jour et nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Allez, c'est parti. On fera un petit point sur les résultats du recensement millésime 2021. On enchaîne en vous présentant ce qui ressort des projections démographiques réalisées à partir du modèle ONFAL qui est mis au point par l'INSEE. Le temps sera venu de voir quelles sont les applications pour nous, en particulier dans nos métiers de l'aménagement du territoire, quels sont les enseignements de ces résultats démographiques et de ces projections. Et puis, évidemment, on écoutera vos questions, enfin, on les lira, et on s'efforcera d'y répondre et d'y apporter le meilleur éclairage. On y va? On y va. Alors, voilà commence l'histoire. Chaque année, en tout début d'année, les agents recenseurs parcourent les communes de France pour recueillir les informations des habitants du territoire. Alors, ce recueil, il se passe de deux façons différentes selon la taille de la commune. Lorsque la commune est petite, en dessous de 10 000 habitants, eh bien l'ensemble des habitants de la commune sont enquêtés. Il y a un petit courrier en général dans la boîte aux lettres. On vous invite à répondre sur le site dédié au recensement. Et puis, si vous avez besoin d'aide, l'agent recenseur peut venir vous filer un coup de main. Donc voilà, ce travail de recueil dans les petites communes, il est conduit tous les 5 ans. Tous les 5 ans, et ça concerne tous les habitants. À l'inverse, pour les communes qui sont plus grandes, dans les communes de plus de 10 000 habitants, on va faire un sondage, c'est-à-dire qu'on va aller piocher dans l'ensemble du parc de logement, on va prendre 8% des résidences principales et on va aller enquêter ces logements-là. La restitution des informations de cette enquête du recensement, elle se fait chaque année. Et chaque année, elle donne lieu à la publication au journal officiel des chiffres officiels de population qu'on appelle les populations légales. Les populations légales sont constituées pour chaque commune de 2 chiffres. Le premier, qu'on appelle la population totale, va comprendre les personnes qui résident habituellement sur le territoire communal et celles qui n'y sont que de façon épisodique. Le meilleur exemple est celui des étudiants qui habitent un petit peu chez leurs parents et un petit peu dans leur lieu d'études. Ce chiffre-là de population, appelé donc population totale, s'appelle également, de façon un petit peu moins élégante, la population avec double compte. Les doubles comptes étant ces personnes qui ont une sorte de double résidence. Deuxième chiffre officiel de population, la population municipale, que l'on appelle également la population statistique, car c'est ce chiffre-là que l'on utilise lorsque l'on fait des analyses statistiques de la population, des analyses démographiques,
Évidemment, il convient de ne pas prendre la population totale qui donnerait lieu à du double comptage, en particulier quand on travaille sur plusieurs communes. Voilà. Donc, chaque année, publication au journal officiel. En général, ça se passe un petit peu avant le réveillon. Là, en décembre 2023, la fin du mois de décembre 2023, a été publié le chiffre officiel du millésime 2021. Alors, ce chiffre, comment il est fait? Il est constitué à partir d'estimations sur la base des recueils qui sont faits dans les petites et dans les grandes communes. Il est constitué à partir de 5 années de recueil de données, c'est-à-dire que le millésime 2021 va être constitué du recueil de l'enquête qui a été faite en 2021, mais également des enquêtes 2022-2023 et des enquêtes 2020-2019. Donc vous voyez que du fait que la formation de la statistique se fait sur 5 ans, quand on veut procéder à des évolutions, on va toujours respecter ce pas de 5 ans pour avoir comparaison entre des chiffres qui sont complètement neufs. Alors, petit ennui, en cours de chemin, vous savez qu'on a traversé une période de crise sanitaire qui a empêché le recueil de données en 2021. Ce qui fait que, par exemple, le millésime qui vient d'être publié aujourd'hui pour l'année 2021 ne comprend pas ce recueil qui n'a pas existé, donc on s'est reculé d'un pas et on utilise le millésime 2018. Ce qui fait que tant que le chiffre sera formé en théorie avec une partie du recueil 2021, on va procéder sur un pas de 6 ans. Voilà. Donc en tout cas, retenez ça. S'il y a une chose à retenir, c'est que on ne fait jamais à partir des données du recensement d'évolution annuelle. Ça n'a aucun sens puisque chaque année, le chiffre n'évolue que pour 20%, que 20% de sa partie est rénovée. Voilà. Alors, pour continuer dans ce qui se passe en début d'année, Épure intègre immédiatement, hein, dès la publication, intègre les chiffres nouvellement publiés dans son outil iObserve. Je voudrais faire un petit tour sur l'appli. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à consulter régulièrement iObserve. C'est vrai que ça peut vous fournir des informations très très rapidement, hein, depuis votre téléphone quand vous avez besoin d'avoir des éléments statistiques de façon un petit peu au pied levé, ça marche bien. Donc iObserve, sur la page d'accueil du site d'Épure, vous accédez soit par la petite icône correspondante, soit dans les ressources iObserve ici. Voilà. Alors, donc, les chiffres du recensement, vous les trouvez dans les chiffres clés, mais au passage, vous constatez qu'il y a tout un tas de thématiques sur lesquelles il y a des publications régulières de données. Donc, n'hésitez pas à abuser de ces petites applis pour vous informer régulièrement. Et les chiffres clés, voilà comment ça se présente. Donc, alors il faut laisser un peu les temps d'affichage, hein. Une petite carte de l'ensemble régional sur laquelle vous pouvez zoomer, dézoomer à volonté et en cliquant apparaissent les petites tables statistiques dans lesquelles vous trouvez les chiffres clés du territoire correspondant et en particulier ces fameuses données à jour des populations légales. Donc, vous voyez la population municipale de 2021 ici pour la métropole stéphanoise. Voilà. Utilisez ça vraiment à fond. Alors, revenons à notre affaire et voyons quels sont les résultats de ce millésime 2021 du recensement. 769 029 Ligériens. C'est une progression
en moyenne de 0,2 par an. Ça correspond depuis 2015 à 10 000 habitants de plus. Alors, volontairement, on vous énonce le chiffre précis parce qu'il a un caractère légal, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec sa publication au journal officiel. Néanmoins, à partir du moment où on en fait un usage statistique, il faut quand même avoir en tête qu'il y a une marge d'erreur du recensement et que, évidemment, si vraiment on se comptait là tout de suite sur le territoire départemental, on n'obtiendrait pas ce chiffre. Statistiquement, pour vous donner une idée, ce chiffre de 769 029 Nigériens, en réalité, sur le plan statistique, il se lit, il y a 95% de chances pour que la population du département se situe entre 757 494 000 habitants et 780 564 000 habitants. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine marge d'erreur. Je vous appelle à la prudence en particulier lorsque vous commentez des chiffres de petite taille, en dessous de la centaine, et lorsque vous commentez des évolutions de petits effectifs. Voilà. Donc, en tout cas, on retient à l'échelle du département de la Loire une progression timide mais effective du nombre d'habitants. Alors, comment se situe le département dans un territoire plus vaste? La progression que l'on constate sur la dernière période, elle s'aplatit un petit peu par rapport à ce qu'on avait vécu précédemment entre 2010 et 2015. Hein, le taux d'accroissement est un petit peu en recul, mais ce recul, il est constaté de partout sur le territoire national. Hein. La population française continue à augmenter, mais moins fortement. La population Auvergne-Rhône-Alpes qui fait l'objet de dynamiques démographiques extrêmement positives, est également en recul. Même chose sur l'interscot, les scots qui font pétale autour de la métropole lyonnaise, des progressions qui sont soutenues, mais en recul également. C'est le même constat pour le département du Rhône, notre voisin, extrêmement tonique, en recul. Et on aura un commentaire un peu particulier sur notre voisin, notre autre voisin, la Haute-Loire, qui est dans cette même mouvance de démographie qui se rétracte un peu, mais avec aujourd'hui une évolution qu'on ne qualifie presque plus de progression, mais plutôt de stabilité. Pendant de nombreuses années, hein, l'approche Haute-Loire a été un territoire dont on disait qu'elle aspirait une partie des habitants de la métropole stéphanoise. En tout cas, les résultats cette année du recensement arrêtent de montrer ce phénomène-là. Au sein du département de la Loire, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de façon finalement extrêmement variable, puisque vous voyez que de part et d'autre de la moyenne départementale, les phénomènes sont fortement contrastés. On va avoir des territoires qui sont des territoires de périphérie, dans lesquels, bien que la population, le rythme d'augmentation de la population soit en recul, il y a toujours une forte augmentation démographique. C'est le cas à Forest, c'est le cas dans la Coplaire, c'est le cas en Loire-Forêt agglomération. C'est également le cas dans les Monts du Pilat. Là, je m'arrête un petit peu. Il y avait eu précédemment des évolutions un petit peu inquiétantes à la baisse qui semblent s'être retournées dans ce territoire-là. C'est vrai que les explications étaient un petit peu difficiles à fournir sur ce mouvement-là. En tout cas, les Monts du Pilat rejoignent les territoires ligériens, qui sont des territoires en évolution positive sur le plan démographique. De l'autre côté de la barrière, hein, du côté des progressions qui sont un petit peu plus timides, on va retrouver les espaces plutôt ruraux, Val-d'Aix, Pays d'Urfé, Charlieu, Belmont.
On retrouve également les espaces extrêmement urbains, Saint-Étienne métropole, Rouennais agglomération, avec un retour pour ce territoire-là, un retour à l'accroissement de la population, alors que précédemment, les effectifs étaient plutôt en recul. Donc voilà, un paysage finalement assez contrasté, avec le maintien d'une dynamique démographique dans les périphéries des espaces urbains, le maintien d'espaces ruraux qui se désertifient de plus en plus, mais ce qu'on retiendra, ce sont des espaces urbains qui tendent à se renforcer. Et ça, on le constate également quand on zoome sur les plus grandes villes du département. Vous voyez que les plus grandes villes du département, ici classées par ordre de taille, offrent pour la plupart, c'est le petit bâton orange qui nous l'enseigne, une progression démographique récente qui est plutôt rétablie par rapport à ce qui était constaté les années précédentes. Donc, on a quand même dans les mains des billes pour parler de renforcement des centralités. Voilà ce que l'on retient sur ces nouvelles publications du millésime 2021 du recensement de la population. Le moment est maintenant venu de voir comment pourraient évoluer les choses dans les années à venir. Merci Graciane et rebonjour à tous. Je vais vous parler donc pour ma part des projections démographiques qu'on peut faire pour l'avenir à partir d'un modèle bien connu, qui est un modèle produit par l'INSEE qui s'appelle le modèle ONFAL. Donc quand même, pour retenir, c'est que le scénario ONFAL fait quand même l'hypothèse qu'on va continuer à progresser en termes d'espérance de vie dans les décennies à venir. C'est quelque chose qui s'observe depuis des décennies. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'assurance et on n'a pas d'éléments qui permettent de pouvoir. Rebonjour à tous, j'espère que le son est revenu. N'hésitez pas à nous le faire savoir si ce n'est pas le cas. Et voilà, je suis désolée là du coup de ces 2 petits bugs techniques. Bon, on a repris le casque, donc ça devrait nous permettre de plus vous quitter là jusqu'à la fin. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, l'intérêt de ce modèle ONFAL notamment, c'est qu'il nous permet de faire des projections non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Les projections à l'échelle locale, c'est une déclinaison de ce qui est travaillé à l'échelle nationale, bien sûr. La grosse condition pour pouvoir avoir des projections à l'échelle locale, c'est d'avoir un territoire d'un seul tenant et de plus de 50 000 habitants. Car les projections étant un exercice déjà périlleux, avec tout un tas d'incertitudes, l'INSEE considère qu'en dessous de 50 000 habitants, les éléments qui pourraient nous donner ne sont pas assez fiables. C'est la même chose à l'échelle locale, c'est-à-dire que différents scénarios sont élaborés et en fait l'INSEE peut nous renseigner sur 3 scénarios. Donc un scénario haut qui est en fait le plus haut de tous les scénarios qui auront été élaborés, un scénario bas, donc le plus pessimiste, et un scénario central. Nous allons plutôt vous parler à chaque fois du scénario central qui est celui qui serait possiblement, alors pas forcément le plus probable, mais en tout cas le plus moyen par rapport à toutes les hypothèses qui sont faites. Mais à chaque fois, il faut garder en tête que c'est un scénario parmi d'autres et qu'il y a des hypothèses plus pessimistes et plus optimistes qui existent. Alors, nous allons maintenant rentrer dans les résultats. Si on se place à l'horizon 2050, alors sachant que le modèle ONFAL nous permet d'aller jusqu'en 2070, mais 2050 nous paraît être un horizon intéressant d'un point de vue des politiques d'aménagement du territoire, puisque la plupart des documents d'urbanisme, et notamment des grands documents d'urbanisme structurants tels que les SCOT, se projettent à cet horizon-là actuellement.
Donc, à l'horizon 2050, le modèle ONFAL nous dirait que dans un scénario central, dans un scénario moyen, on pourrait attendre 785 000 Ligériens, donc à cet horizon, soit 20 000 habitants de plus qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui étant 2018-2020. Le départ du modèle ONFAL, hein, c'était déjà le recensement 2018. Alors, vous voyez là la courbe d'évolution qui est donc en fait une courbe de croissance modérée, hein, puisque c'est du plus 0,1% d'évolution positive annuelle moyenne. Voilà, donc une croissance modérée. On redit bien sûr que en fait, ce scénario moyen, en gris, hein, que vous constatez en gris, il est dans un spectre d'un tout un tas de scénarios. Donc, en fait, en 2050, hein, puisque c'est à cet horizon-là qu'on se positionne, on pourrait avoir, dans un scénario très optimiste, plus de 800 000, même plus de 850 000 hein, habitants dans la Loire. Et dans un scénario beaucoup plus pessimiste, on pourrait avoir à l'inverse autour de 700 000, on va dire, habitants dans la Loire en 2050. Donc voilà, on est plutôt dans un spectre, mais le scénario central nous dirait plus 20 000, soit plus 0,1 d'évolution positive par an. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Il faut comprendre qu'on est dans un contexte national. Et dans un contexte national, on est dans un contexte très fort de ralentissement démographique à l'échelle nationale si on prolonge les tendances d'aujourd'hui et si les composantes démographiques déjà à l'œuvre aujourd'hui se poursuivent. Là, vous avez une carte de France à l'échelle départementale, hein, où on voit chaque département. Et ce que vous avez en couleur, donc dans des tons entre le gris et le rouge, ce serait l'année du pic démographique. Alors, l'année du pic démographique dans notre département de la Loire, il est en orange, comme vous le voyez, il est entre 2050 et 2070. En réalité, en fait, il est attendu dans le scénario central pour l'année 2050 pour notre département. Et en fait, c'est pas du tout le cas forcément dans tous les autres départements de France. On voit qu'il y a alors le pic démographique, hein, si vous aviez la question en tête, c'est l'année à partir de laquelle la population arrêterait d'augmenter. Donc si on reprend, la courbe, précédente, dans notre scénario central, hein, toujours dans le gris, en fait, on voit la population qui augmente jusqu'à l'année 2050 et à partir de l'année 2050, la population commencerait légèrement à augmenter. Pourquoi? Parce que le ralentissement des naissances, à partir de 2050, serait encore plus fort puisque, il y aurait plus assez de parents en âge de faire des enfants, même si le nombre d'enfants par femme serait plus ou moins stable, il y aurait plus assez de parents, pour faire des enfants. Et il y aurait un vieillissement aussi de la population qui serait très fort. On serait sur une structure de la population vieillie et si on fait une hypothèse que les migrations seraient stables, donc en France, c'est plus de 70 000 habitants par an, et donc on peut l'appliquer aussi à l'échelle de la Loire en termes de ratio, et bien, cette population commencerait à décroître dans la Loire, et également en France. Mais il y a certains départements en France où il n'y aurait pas de ralentissement démographique, même après dans très longtemps, donc après 2070. Donc vous voyez, c'est des départements qui sont peu nombreux et qui sont sur le littoral atlantique ou sur le sud-est de la France. Il y aurait aussi tout un tas de départements qui connaîtraient un pic démographique un petit peu plus tard que dans la Loire. Donc c'est tous les départements en orange, donc entre 2050 et 2070. On voit notre périmètre de l'Interscot en très noir, très gras, hein, qui est dans son ensemble dans cette dynamique-là, et également une petite partie de la région parisienne. Mais il y a tout un tas d'autres départements en France où le ralentissement démographique est plus fort que dans la Loire et plus précoce que dans la Loire, hein, puisqu'il intervient déjà dans les décennies très proches, hein, que sont les décennies 2020, 2030, 2040, voire même tout un tas de départements en gris où le pic démographique a déjà eu lieu. C'est-à-dire que ces départements connaissent déjà des pertes de population et ça va encore s'accélérer.
Dans l'Interscot, donc là, c'est intéressant aussi de se comparer avec vraiment les territoires voisins et notamment l'Interscot, où en fait, dans l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, il y a tout un tas de coopérations qui sont fortes, territoriales, publiques, privées, en termes de politique publique, mais aussi de partenariats entre acteurs du territoire au sens large. On est dans un territoire au niveau de l'Interscot où globalement la population va continuer à augmenter jusqu'en 2050. Là, vous avez ici le chiffre de 2050. Donc, la population de l'Interscot aujourd'hui, c'est 3 400 000 habitants. Ça pourrait, dans un scénario central, atteindre 3 800 000 habitants en 2050 et même presque 3 850 000 habitants en 2070. Donc, pas de pic démographique attendu à l'ensemble de l'échelle démographique d'ici 2070 pour l'Interscot. C'est une évolution plus forte que dans la Loire, puisque entre 2018 et 2050, on est plutôt à plus 0,3% de progression annuelle moyenne. Bien sûr, tout ça est toujours dans un spectre, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a un scénario beaucoup plus optimiste où on dépasserait les 4 millions d'habitants dès 2050 et puis même les 4 millions, presque 4 500 000 habitants qui pourraient être attendus en 2070. Et à l'inverse, on a aussi des hypothèses plus pessimistes qui doivent être prises au sérieux, qui feraient qu'on commencerait à perdre de la population à l'échelle de l'Interscot dès avant 2050 et une tendance à la baisse qui nous amènerait à seulement 3 200 000 ou 3 300 000 en 2070. Si on regarde chaque SCOT de l'Interscot, on voit en fait que nos SCOT de la Loire, donc qui sont le SCOT du Rouennais et le SCOT Sud-Loire, on voit que ces deux SCOT-là sont des SCOT où plutôt le pic démographique est plutôt précoce. Donc avant 2018 pour le SCOT du Rouennais, pour le SCOT Sud-Loire uniquement, donc pas toute la Loire, mais le SCOT Sud-Loire c'est 2057, alors que les autres SCOT de l'Interscot ont des dynamiques démographiques projetées, attendues, on va dire, qui resteraient très fortes, y compris dans le très long terme. Le SCOT de l'agglomération rouennaise étant plutôt dans la même dynamique, on va dire, que le SCOT Sud-Loire en termes de pic, puisque pic attendu autour de 2064 dans un scénario central. Voilà, donc un contexte démographique toujours fort en termes de voisinage dans l'Interscot. Si maintenant on zoome sur des différents EPCI de notre département, puisque c'est intéressant d'avoir une tendance de notre département, mais on aimerait aussi avoir une maille territoriale plus fine. On ne peut vous donner des éléments, du coup, que pour les territoires qui comptent plus de 50 000 habitants. Donc, malheureusement, ça laisse de côté les EPCI de moins de 50 000 habitants de la Loire. On a une progression attendue dans un scénario central qui est varié, bien sûr, selon les territoires et qui est un petit peu à l'image finalement de ce qui est constaté depuis une dizaine d'années dans les recensements de la population, donc notamment ce que vous a présenté Gracienne, là sur les évolutions à la fois 2015-2021, et puis même si on prend un peu les années avant 2015, on est plutôt sur les mêmes différenciations entre les EPCI. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans l'EPCI de la métropole de Saint-Étienne, on serait sur une faible progression, plus 0,08% annuel moyen jusqu'en 2050. Mais une progression quand même, voilà, une progression modeste. Ce qui veut dire, en fait, en termes de volume, plus 11 000 habitants d'ici 2050. Donc, c'est quand même 11 000 habitants à pouvoir loger sur ce territoire, dont il faut prendre soin à travers une offre de services et d'équipements, etc. Sur les EPCI du Forez, donc que ce soit l'agglomération de Loire-Forez ou la communauté de communes de Forez-Est, on est sur une progression démographique attendue, projetée dans un scénario moyen, de respectivement plus 0,30% donc, chaque année et plus 0,25% pour Forez-Est. Ça veut dire ça, plus 11 000 habitants également dans Loire-Forez agglomération qui serait attendu à 2050 et plus 5 000 habitants dans Forez-Est. Et puis dans le Rouennais, donc dans la communauté d'agglomération du Rouennais, là on est plutôt sur une projection d'une baisse de population
au regard en fait des dernières tendances, des derniers recensements de la population, de la fécondité projetée hein, par femme, du vieillissement de la population en cours et donc des projections pardon, de mortalité, et puis des échanges entre le Rouennais et les territoires voisins ou plus lointains. Voilà, donc des différences entre nos EPCI, mais pas de révolution dans la manière dont les EPCI se positionnent les uns par rapport aux autres. Alors maintenant, les projections démographiques, c'est aussi très fort d'enseignement, pas seulement pour des chiffres globaux de population, mais aussi, bien sûr, sur la manière dont les classes d'âge peuvent se répartir au sein d'une même population. En 2050, les personnes âgées de plus de 66 ans représenteraient dans l'ensemble de la population de la Loire 26%, contre 21% 30 ans plus tôt. Aujourd'hui, on est à 21% hein, de personnes de plus de 66 ans. Donc, grosso modo, de personnes retraitées, même si l'âge du départ à la retraite est émouvant et bien sûr fait débat. C'est une proportion donc, qui va fortement augmenter. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes de 81 ans et plus qui vont beaucoup augmenter, donc elles vont augmenter de 60% entre 2018 et 2050. Alors ça, c'est notable dans le département de la Loire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, cette progression, elle est encore plus rapide, puisqu'en France, aujourd'hui, le vieillissement de la population, c'est-à-dire la part notamment des personnes de plus de 70 ans, il est un peu moindre aujourd'hui, en 2018. Bon, quand je vous dis 2018, c'est le départ du modèle ONFAL. Et en 2050, il sera comme celui de la Loire, c'est-à-dire de 26%. Donc en fait, notre département connaîtra un vieillissement fort, mais ce dévieillissement a déjà commencé dans les décennies précédentes et donc va être un petit peu plus lent que dans d'autres territoires français. À l'inverse, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas simplement qu'on va avoir plus de personnes de plus de 66 ans, c'est aussi qu'on va avoir moins de jeunes. Et vous voyez en fait la pyramide des âges. Donc aujourd'hui, dans la Loire, hein, donc en 2018, et vous voyez ensuite la pyramide des âges en 2050. Donc vous voyez le bond extraordinaire hein, des populations très âgées, et notamment des femmes, hein, puisque les femmes ont une espérance de vie plus forte que les hommes, mais voilà, l'ensemble hein, des populations très âgées vont être beaucoup plus présentes dans l'ensemble de la pyramide. Mais ce que vous voyez aussi, c'est vraiment un étiolement, un affaiblissement, un affaissement de la pyramide, de la base de notre pyramide. Et ça questionne évidemment beaucoup les questions d'accueil, d'équipement pour les enfants, les adolescents, mais aussi tout de suite après, les cohortes qui vont pouvoir alimenter l'activité dans notre département et la population active. On a exactement les mêmes questions à l'échelle nationale, hein, ce n'est pas du tout une question spécifiquement ligérienne. Voilà, donc du coup, des questionnements sur le vieillissement de la population, donc la question bien sûr des besoins de soins pour cette population, notamment les populations très âgées, hein, donc de plus de 80 ans, voire de plus de 90 ans. Les questions de service à la personne, parce que du coup, il y a toute la question des services à apporter à cette population qui est au-delà de la question des soins. La question de l'habitat, bien sûr. La question de la mobilité donc, et de l'accès aux services et aux équipements, notamment à pied, au plus près du domicile. La question de la population active, j'y reviendrai vraiment, voilà, comment dans les entreprises, dans les collectivités, puisque la population active, c'est aussi la question des travailleurs du secteur public, hein, pas seulement du secteur privé, dans l'ensemble des secteurs, en fait, on va dire, de notre économie, donc au niveau de la Loire. Comment on peut répondre à une baisse de la population active? Quelles sont les ressources hein, pour les employeurs pour répondre à ces questionnements-là? La question des espaces publics, voilà, adaptés au plus grand nombre dans un contexte où de plus en plus il est important de favoriser des espaces publics en faveur de la santé, donc notamment la marche à pied, le bien-être dans les espaces publics, la présence de la nature, la sécurisation de ces espaces. Et puis la question aussi d'un point de vue sociétal de quels seront demain les rapports entre les générations, donc avec des générations âgées qui seront plus nombreuses. Donc ça, on peut se poser la question aux échelles familiales, hein, puisque du coup, il y aura un relais à assurer auprès des aînés dans les familles, mais aussi différents rapports entre les générations, différentes visions de la société qui vont devoir coexister.
Voilà, j'ai été, je pense, un petit peu longue. Je vais maintenant pouvoir peut-être donner quelques enseignements que nous, on peut tirer modestement de ces projections. Donc, quels enseignements on peut faire à la fois sur le plan démographique, mais aussi surtout sur le plan de l'aménagement du territoire. D'abord, peut-être prenons un peu de recul. On a des éléments de projection démographique à court, moyen, long terme, mais finalement, aujourd'hui, quelles sont un petit peu les tendances qu'on peut observer dans les aspirations des populations, et notamment dans notre département, par rapport aux questions d'habiter. C'est-à-dire, qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les personnes, les ménages, par rapport au lieu où ils voudraient habiter, donc au lieu à la fois au type de logement, mais aussi au type de territoire. Et notamment depuis le Covid, donc de manière très récente, qu'est-ce qu'on peut observer dans nos territoires? Ça peut nous donner quand même quelques pistes sur la manière dont les personnes vont pouvoir se comporter on va dire, dans les décennies proches. Alors, pour répondre à ces questions, il nous a semblé intéressant, d'évoquer finalement, un travail, hein, qui a été fait à l'échelle nationale sur les questions d'exode urbain, qui voulait explorer, donc c'est un travail fait par, un ensemble de chercheurs, donc qui s'appelle un exode urbain, un mythe des réalités, où nous y avons consacré en fait, l'année dernière un webinaire, complet. On vous mettra le lien pour le replay. Et il y a aussi eu des publications, hein, bien sûr, qui ont été reprises par rapport à ce travail très important. L'objectif de ce travail, c'était d'essayer de mesurer, d'un point de vue statistique, les migrations résidentielles qui ont eu lieu depuis le Covid 19, donc depuis l'année 2020. Quel a été l'impact de cette crise sanitaire finalement sur les migrations résidentielles? Mais c'était aussi de comprendre d'un point de vue beaucoup plus qualitatif, quelles étaient aujourd'hui les attentes des ménages qui pouvaient changer de résidence ou qui pouvaient aussi faire le choix de ne pas changer de résidence. Alors, ce que cette étude révèle, c'est que d'abord, les métropoles aujourd'hui, malgré ce qu'on a pu trouver dans la presse à partir de 2020 et également dans les années 2021, voire 2022, sur la question de l'exode urbain, c'est-à-dire sur l'idée que beaucoup de personnes, beaucoup de ménages auraient quitté les métropoles, les grands espaces urbanisés de notre pays, pour rejoindre des espaces beaucoup plus ruraux. Non, d'un point de vue statistique, hein, donc on peut mesurer à partir notamment de grands fichiers, comme les fichiers de changement d'adresse de la Poste ou comme des bases de données, donc d'achat ou de consultation d'offres immobilières, hein, par exemple les bases de données du Boncoin pour ne citer qu'elles. À partir de ces grandes bases de données, on peut réaffirmer que les métropoles restent les grandes plaques des mouvements migratoires en France. Donc les chiffres très récents nous montrent ça, hein, même si les chiffres du recensement de l'INSEE ne sont pas assez récents pour le prouver. Là, les derniers chiffres de ces toutes dernières années montrent que les métropoles sont encore les grandes plaques des mouvements migratoires et qu'elles ont gardé une forte attractivité. Néanmoins, on peut voir qu'il y a plutôt une petite tendance, on va dire, à renforcer les questions de desserrement. C'est-à-dire que le desserrement urbain, c'est le desserrement des grandes métropoles vers leur couronne. C'est aussi le desserrement de ces couronnes des métropoles vers des espaces ruraux un petit peu plus éloignés, donc moins périurbains, on va dire. Et c'est également le desserrement de métropoles vers des villes de taille plus moyenne, on va dire. Et tous ces mouvements-là qui se font plutôt dans le sens d'un desserrement, donc qui sont plutôt d'une périphérie vers une autre périphérie un petit peu plus éloignée, on va dire, c'est plutôt un peu renforcé d'un point de vue statistique. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on a une petite tendance de fond qui montre que le desserrement pourrait un petit peu se renforcer dans les années à venir, sans pour autant faire une bascule totale, hein. Les métropoles garderont une certaine attractivité. On voit aussi, ces dernières années, plutôt un renforcement de l'attractivité des villes moyennes. Donc les villes moyennes dans la Loire, ça peut être par exemple Roanne, ça peut être aussi Montbrison. Pour vous donner, quelques exemples, ça peut être aussi quelques villes, hein, de Saint-Étienne métropole comme, par exemple, Saint-Chamond ou Firminy. Donc là, on peut retrouver une certaine attractivité et c'est d'ailleurs bien ce que Gracienne a montré sur des chiffres du recensement, donc qui sont un tout petit peu plus anciens puisqu'on est sur la période 2015-2021. Ces chiffres sont confirmés aussi là sur la période 2020, 2022, 2023.
Et puis, on voit certains espaces ruraux, mais pas tous, puisque vous avez vu que dans la Loire, par exemple, les communautés de communes du Pays d'Urfé et de Val-d'Aix et Isable ne sont pas encore dans cette dynamique. Mais on le voit, par exemple, sur le Pilat, sur les monts du Lyonnais, où on a parfois une reprise démographique de ces espaces ruraux un petit peu plus éloignés des métropoles ou des grandes villes. Donc voilà ce que nous enseigne cette étude. Ce que nous enseigne aussi cette étude, c'est qu'en allant interroger les ménages, on apprend beaucoup de choses. On apprend qu'il peut y avoir une volonté, une recherche en fait de vivre dans des espaces moins denses, pour la recherche des attraits liés à la nature, par exemple, pour aussi parfois une volonté de reconversion professionnelle. Donc ça a concerné quand même une partie des ménages suite à la crise du Covid. Voilà, parfois, c'est qu'un des 2 personnes du couple qui va se reconvertir, donc soit dans des métiers plus artisanaux, par exemple, soit avec une volonté, par exemple, de temps partiel combiné avec un peu de télétravail. Voilà, il y a tout un tas de panels, hein, de types de reconversion qu'on a pu, constater, hein, dans des entretiens, qualitatifs menés par les chercheurs qui ont conduit, cette étude sur, l'exode urbain. Il y a aussi la volonté, peut-être de s'installer dans des plus petits territoires, pour pouvoir jouer, dans, le développement local de ce territoire, dans la vie associative, dans la vie politique de ces territoires. Voilà, donc il y a une attractivité, des territoires de villes moyennes ou des territoires ruraux, qu'on peut constater et qui bénéficient certainement, aussi, aux territoires, à certains territoires, ligériens. Néanmoins, les métropoles, voilà, restent des secteurs attractifs et on voit par exemple, hein, que la ville de Saint-Étienne, qui est au cœur de la métropole de Saint-Étienne aujourd'hui, est plutôt une ville qui aurait tendance à regagner des habitants. Et ce qu'on constate aussi quand on interroge les ménages, eh ben, c'est le souhait aussi, hein, dans les métropoles d'avoir des espaces de nature en ville, par exemple, d'avoir des espaces, d'avoir des services, pardon, en faveur de la mobilité. Donc la mobilité, toujours en voiture, elle reste importante, hein, elle concerne une part importante de la mobilité, mais aussi la marche à pied vraiment est une pratique qui monte, on le voit dans les dernières, enquêtes ménages, déplacements et cette marche à pied, c'est une demande, hein, de pouvoir avoir une marche à pied, intéressante et sécurisée, agréable dans les centres urbains denses. C'est une demande de la part des ménages. Également, bien sûr, la présence du vélo, la question du train, la question des autres transports collectifs. Voilà, c'est des choses qui reviennent, dans les prises de parole qualitatives, qu'on a, notamment dans le cadre de cette étude sur les exodes urbains ou dans différents entretiens qu'on peut mener, dans différents cadres, d'autres études. Voilà, j'ai été un petit peu longue sur les attentes des ménages. Il nous semble néanmoins que ça peut nous éclairer sur qu'est-ce qu'on peut faire de ces chiffres, d'un point de vue, démographique. Si on synthétise, on peut retenir que la Loire devrait connaître dans les prochaines décennies un ralentissement de sa croissance démographique, mais la croissance devrait se poursuivre, hein, jusqu'en 2050 de manière modérée et aussi également un vieillissement de la population. C'est une tendance qui s'observe dans l'ensemble de la France et qui sera plus ou moins prononcée selon la fécondité des ménages, selon l'espérance de vie et selon les échanges avec l'étranger, qui est aussi bien sûr une question forte, hein, et qui va beaucoup peser, hein, sur les questions démographiques de notre pays. Ce qu'il faut retenir si on prend du recul, c'est que la situation française, hein, donc la Loire, on peut dire qu'on est un petit peu à l'image de la situation française, elle rejoint celle des pays occidentaux. Donc dans tous les autres pays occidentaux, on a un vieillissement de la population, on a un ralentissement, voire un arrêt, voire un recul, hein, démographique. Dans d'autres continents, par contre, on a une transition démographique qui est soit toujours en cours, soit à peine amorcée. C'est-à-dire qu'on a encore une forte progression démographique dans les dizaines d'années, dans les futures décennies, on va dire jusqu'en 2050. Du coup, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants à l'échelle mondiale et l'humanité, pensent les démographes, n'échappera pas à un surcroît de 2 milliards d'habitants supplémentaires d'ici 30 ans. C'est les projections que fait en tout cas l'ONU. Donc il y a une vraie question, hein, finalement à l'échelle locale mais comme à l'échelle mondiale, c'est comment on peut adapter les modes de vie, comment on peut adapter l'organisation des sociétés, l'aménagement du territoire à ce double contexte démographique et climatique. Alors, on ne pourra pas bien sûr répondre à ces questions à l'échelle mondiale. Ce qu'on peut dire à notre échelle locale, c'est que finalement, il y a un défi démographique lié à l'accueil quand même d'une progression démographique. La population ne va pas reculer, hein, dans les quelques décennies à venir, en tout cas jusqu'en 2050. Et aussi ce défi du vieillissement un peu général de la population.
Ce défi démographique, il prend place bien sûr dans un ensemble de défis qui sont aussi très forts pour notre territoire de la Loire, qui sont notamment le défi de l'atténuation du changement climatique et aussi de l'adaptation à ce changement climatique qui est déjà à l'œuvre. Donc avec notamment bien sûr la baisse de nos émissions, de nos émissions carbone ou équivalent carbone, mais aussi quand on parle d'adaptation, et c'est déjà très fort aujourd'hui, mais ça va beaucoup se renforcer d'ici 2050, c'est quelle gestion de l'eau pour nos territoires, quelle sécurité alimentaire pour nos populations. Ça aussi, ça va être très important d'un point de vue démographique, pour que tous puissent accéder à une alimentation saine et en quantité suffisante. C'est aussi des questions de logement. On voit aujourd'hui qu'il y a une crise du logement et donc demain, il faudra qu'on puisse loger aussi toute la population de notre territoire. C'est aussi l'accès à la fraîcheur dans les périodes de canicule qui vont être de plus en plus fortes, etc. Donc, le défi démographique, il doit se tisser avec toutes ces questions. On est aussi, donc si on parle peut-être plus de l'atténuation du changement climatique, on a aussi la question, bien sûr, de l'artificialisation des sols qui occupe beaucoup les politiques d'aménagement aujourd'hui. Si on parle uniquement des questions d'accueil de population, un gros enjeu, c'est la question des équilibres entre les territoires. Donc, il y a peut-être la question au sein de l'Interscot, de comment on répartit la population nouvelle au sein de l'Interscot. Donc, est-ce qu'on reste dans les mêmes ordres d'équilibre qu'on a connus jusqu'à présent, donc avec notamment une agglomération lyonnaise qui était très dynamique, et puis un pourtour de cette agglomération, notamment à l'est, qui était même encore plus dynamique, ou est-ce que on envisage de nouveaux équilibres au sein de cette interscot? Donc ça, c'est une question éminemment politique qui peut se débattre à cette échelle-là. Il y a la question un petit peu aussi que j'évoquais tout à l'heure, et ça, c'est aussi une question qu'on peut traiter au sein de la Loire, pas seulement à l'échelle de l'Interscot, de quelle répartition et quel accueil des populations entre les métropoles, donc il y a les métropoles de Lyon et Saint-Étienne notamment, les villes moyennes, le pourtour de ces métropoles et de ces villes moyennes, et puis les espaces ruraux un peu plus éloignés. Quels nouveaux équilibres on peut favoriser, sachant qu'il y a des questions de coût du logement, il y a des questions d'emploi aussi, d'accès aux emplois, etc. Et donc, c'est toutes ces questions politiques qu'on peut poser. Il y a la question d'adapter les équipements, les déplacements, les logements à des nouveaux besoins, donc notamment pour les personnes les plus âgées, mais aussi pour les enfants et les adolescents et puis les autres générations. Surtout si on veut peser sur les naissances, il faudra quand même garder des équipements adaptés également aux plus jeunes. Et puis, vraiment accompagner les gros changements qui s'offrent à la population active, donc avec plusieurs pistes possibles, des réorganisations au sein des entreprises et des collectivités ou des services d'État qui accueillent des salariés, des possibilités d'accueil de population depuis l'extérieur de notre territoire, etc., etc. Là, il y a beaucoup de choses à réfléchir sur cette question. Et l'intérêt, ce serait de le faire dans une politique d'aménagement du territoire et un débat large entre les employeurs et les décideurs publics. J'en ai terminé pour l'ensemble de ces défis et de ces enjeux. On va pouvoir maintenant prendre vos questions. Voilà, n'hésitez pas à réagir, à nous poser soit des questions de compréhension, soit des questions plus de débat, qu'on va se faire un plaisir de vous y répondre. On peut peut-être évacuer tout de suite certaines questions relatives à des aspects extrêmement pratiques. On a une question sur la pyramide des âges et cet effet un petit peu bizarre que l'on observe sur la pyramide 2050, sur la partie féminine, avec une excroissance au niveau des femmes projetées au-delà de 100 ans. C'est un effet qui est tout à fait artificiel, qui est lié à la présence d'une seule classe d'âge après 100 ans.
Donc, même les gens, même les dames de 200 ans sont dans ce trait-là. On n'aurait pas cet effet si on avait une classe 200, une 201, 102, 103, etc. Voilà, donc effet artificiel. J'en profite sur les aspects techniques pour répondre à une autre question technique sur la dégradation du solde naturel dans le département de la Loire. Et je m'excuse pour cette voix abominable. Le solde naturel dans le département de la Loire est encore positif. C'est lui qui aujourd'hui tire l'évolution de la population. Évidemment, compte tenu de la déformation de la pyramide des âges, il est en train de s'acheminer vers un état plutôt négatif. Mais encore aujourd'hui, il est positif. Plus de naissances que de décès. Voilà pour les aspects purement techniques. Maintenant, vous voyez bien hein, que dans ces affaires de démographie, les aspects statistiques sont parfois extrêmement pointus. Le rôle de l'agence d'urbanisme, c'est de vous déflorer les sujets, c'est de parfois les simplifier pour que vous puissiez vous en saisir dans vos pratiques quotidiennes. J'espère que vous avez compris par les présentations qu'on fait qu'il y a beaucoup de précautions à avoir quand on utilise des statistiques, que ce soit des statistiques portant sur des phénomènes actuels et a fortiori lorsqu'il s'agit de statistiques de projection. Le rôle de l'agence en l'espèce, c'est bien d'amener à votre portée ces éléments-là, mais tout en vous faisant comprendre que ce sont des affaires de spécialistes. Et puis, pour finir, l'important, je pense, dans vos corps de métier, c'est que vous puissiez vous saisir de ces éléments de résultats et de voir comment on les réinvestit dans les échanges, dans les débats et dans la construction des projets pour le territoire. Est-ce que tout ça, ça vous évoque des questions, des commentaires, des observations? Le chat est muet. Est-ce que ça vient de notre outil? Non. Non. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive au terme du temps qu'on s'était donné. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Je vais laisser la parole à Claire-Marie pour finir. Mais ce n'est pas parce que c'est fini qu'on ne vous répond plus, hein. Le personnel de l'agence est évidemment à votre entière disposition pour vous renseigner sur ces sujets-là. Oui, merci Gracienne. Donc, simplement pour vous dire, voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Ce que je n'ai pas mentionné à l'oral, mais que Émilie a pu mentionner dans le chat, hein, c'est que nous avons eu la chance donc de mener des travaux concernant ces questions de projection démographique. Donc, d'une part, à l'échelle de la Loire, donc à travers la publication dont vous avez pu avoir le lien là, dans le chat, mais également nous avons pu mener des travaux à l'échelle de l'Interscot et ça a donné lieu à la fois à une publication mais aussi à un séminaire hein, qui s'est tenu en novembre dernier et ça a été extrêmement riche et intéressant d'échanger à la fois donc avec donc, bon, les agences d'urbanisme bien sûr ont présenté leurs résultats, mais il y avait aussi donc l'INSEE qui était représenté, qui nous a bien réexpliqué la manière dont était conçu le modèle ONFAL et les garde-fous qu'il fallait connaître par rapport à ces projections démographiques. Et puis aussi des démographes qui étaient venus donner un petit peu leur regard sur ces projections. Donc voilà, quel sens critique on peut y donner. Donc je vous invite à consulter ces travaux, hein. Voilà, nous avons fait une petite publication sur notre site internet par rapport à ce séminaire. Et voilà, c'est vraiment des regards qui sont précieux par rapport à ces questions démographiques et de projection qui font débat et qui feront toujours débat, puisqu'il s'agit d'essayer de regarder l'avenir à plusieurs et d'esquisser différents scénarios possibles à partir de différentes hypothèses. Voilà. Voilà, je vois qu'il y a un petit débat hein, sur le chat, donc Gracienne vous répond directement sur le chat. Oui, concernant les fourchettes de prix des données ONFAL, hein, ça dépend beaucoup en fait du territoire et du nombre de territoires qui sont demandés. En tout cas, c'est des prix qui sont abordables
qui sont pas excessifs et donc il faut vous tourner en fait vers votre direction régionale de l'INSEE. Mais si vous êtes dans la Loire, bien sûr, n'hésitez pas à passer par l'agence d'urbanisme, hein, qui dispose d'un certain nombre de territoires, localement, pour cela. Voilà. Merci à tous. Nous allons clore ce webinaire. Excusez-nous encore pour les petits problèmes, techniques que nous avons rencontrés et à bientôt, sur les réseaux ou dans des événements de l'agence d'urbanisme pour débattre ensemble de ces questions-là.